suis très très contente d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être entourée par des militants, des militantes, des acteurs, des actrices associatifs qui, sans leurs apports, je n'aurais pas pu faire une thèse sur les mères célibataires. Alors, je ne vous cache pas que quand j'avais commencé à travailler sur le sujet, c'était en 2014, j'ai tout fait pour ne pas passer par les associations. كنت نقول peut-être راح يكونوا متأثرين بالesprit associatif. نشوف comment ça se passe ailleurs. Alors c'était impossible de travailler sur le sujet sans passer par les associations. J'étais très très bien accueillie par toutes les associations qui œuvrent dans le champ de la maternité célibataire à Casablanca. Je les remercie vivement de m'avoir permis de travailler sur le sujet. Donc j'avais travaillé sur les mères célibataires. Et la question de l'avortement, c'était quelque chose que j'approchais quand je m'intéressais au parcours sexuel des mères célibataires. Et ce que j'avais remarqué, c'est facile, c'est plus ou moins facile de parler de son expérience en tant que mère célibataire après l'accouchement. Mais quand on s'intéresse au parcours sexuel, la sexualité hors mariage, les tentatives d'avortement, c'est très sensible, c'était très douloureux d'amener les mères célibataires à parler de ce sujet. Et des fois, je me remettais en tant que question, en tant que chercheur, sur le plan éthique. واش أنا كباحثة عندي الحق de toucher les points qui sont très très sensibles. Donc il y a le côté humain qui était là, il y a le côté éthique. Donc j'ai essayé des fois de trouver des façons pour ne pas vexer, choisir les mots, être dans la bienveillance, dans l'écoute, pour pouvoir approcher la question de la sexualité hors mariage et aussi de l'avortement. Donc, l'avortement, je préfère parler de l'interruption thérapeutique de la grossesse et j'expliquerai par la suite pourquoi. Donc, quand on commence à travailler sur le sujet sociologiquement, on essaie toujours de contextualiser et de voir comment ce sujet est cadré sur le plan des lois, sur le plan religieux, sur le plan social, etc. Et c'est très très clair que c'est un sujet qui est marqué par une approche, je dirais, répressive. كاين واحد المقاربة اللي مبنية على les règles, les normes, les lois qui interdisent l'avortement, qui interdisent la sexualité hors mariage. Donc on sait très bien qu'il y a plusieurs articles au niveau du code pénal qui criminalisent cette pratique sociale. Sur le plan religieux, c'est haram. Sur le plan social, c'est très très stigmatisant et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par notre cher médecin, docteur, quand elle a dit c'est une pratique sociale qui ne concerne pas seulement les femmes célibataires, ça concerne toutes femmes, les instruites, les non instruites, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont encore célibataires et ça a été démontré justement par des rapports qui sont menés par des associations qui travaillent sur je cite l'exemple de l'association sur la planification familiale qui en 2008 avait fait un rapport sur le sujet et avait démontré de cette réalité. Donc on a un cadre normatif qui est très répressif, une morale, on gère le sujet pas selon une perspective de droit, mais selon une perspective moralisante. On fait l'akhlaq. Et donc, quel est le résultat? Ça fait des années que c'est l'approche qui est adoptée. Quel est le résultat? Quelles sont les alternatives qui sont possibles? La première alternative, soit la femme qui tombe enceinte, elle va garder l'enfant et là on se retrouve face à des mères célibataires avec enfants. Ça peut être un enfant comme ça peut être plusieurs enfants selon l'enquête qui a été menée par l'association INSAF en 2010. En 2010, c'était presque 30% qui étaient des femmes, des mères célibataires multipares. On parle de famille monoparentale. L'autre cas de figure, c'est le cas d'une femme qui s'adonne à l'avortement et comme on le sait très bien, c'est un avortement qui est clandestin, qui est illégal et qui est à risque. Donc je commence par le premier volet, la situation des mères célibataires et de leurs enfants. Donc quand on n'avorte pas et on se retrouve
seule face à un enfant. Il faudrait savoir, c'est une réalité qui implique pas seulement la femme, la mère célibataire. C'est une situation qui retentit nécessairement sur le vécu avec l'enfant ou les enfants qui naissent hors mariage. Donc déjà, la mère célibataire, elle est très souvent exposée au rejet social, à la stigmatisation. Généralement, ce sont des femmes qui ont vécu des violences même au sein de la famille avant de tomber enceinte. Ils avaient des rapports très fragilisés, des fois conflictuels, même avec les parents. Elle a des problèmes avec la mère, avec le père. Des fois, il y a des rapports privilégiés de la part des parents vis-à-vis des membres de la fratrie. Donc, elles se sont dévalorisées, se sont rejetées même au sein du giron familial. Donc, ce sont des femmes qui sont déjà dans une vulnérabilité psychologique. Ce sont des femmes qui sont généralement et très souvent dans une précarité socio-économique, donc une formation professionnelle. Donc, c'est clair que sur le plan de la prise en charge économique et l'indépendance économique, ce sont des femmes qui sont non autonomes économiquement, ou là, ils sont dans une situation de précarité professionnelle. Comme on parle du couple mère-enfant, donc il y a la situation de la mère, la situation de l'enfant. Donc, j'étais chercher, en fait, parce que, bon, je viens d'avoir un enfant. Au fait, l'expérience, ça m'a amené à mieux comprendre. Je ne vous cache pas, là, je deviens subjectif. Hein. Alors, la sociologie de côté, je partage avec vous mon vécu en tant que femme. C'est vrai, on pourrait conscientiser des choses quand on est chercheur sur le terrain. Mais des fois, il faut vivre l'expérience. Et donc, pour comprendre cette vulnérabilité qui est vécue par les mères célibataires, il faut vivre la maternité. Il faut vivre cette expérience de maternité. Comment la femme et quand elle est enceinte, quels sont ses besoins? Et donc là, j'avais compris que le rapport avec l'enfant, et ça c'est appuyé par des études scientifiques, s'établit et commence pendant la grossesse. C'est-à-dire que les traumatismes qui sont vécus par l'enfant issu d'une famille monoparentale dirigée par une mère célibataire, ils commencent dans le ventre de sa mère. Et ce sont généralement des traumatismes qui sont multiples parce que, comme je viens de l'évoquer, la mère célibataire, son vécu, elle est très souvent difficile. Donc, l'enfant, il est dans une situation là où il est exposé de plusieurs violences. La femme aussi, elle est dans une situation là où il est marginalisé en tant que mère célibataire. Et donc, certainement, ça va à l'encontre des engagements internationaux du pays, notamment pour la concrétisation des objectifs de développement durable et pour le respect des dispositifs aussi, des mécanismes internationaux en matière de protection des droits des femmes. Très bien. Donc, c'est le premier cas de figure. Le deuxième, on est face à une femme qui malgré l'interdiction de l'avortement, elle se lance dans cette pratique. Et là, il y a plusieurs formes d'avortement. Il y a l'avortement qui est médicalisé et l'avortement qui est traditionnel, non médicalisé. Et là, je rejoins encore une fois ce que vous avez dit sur l'avortement médicalisé, ça devient un privilège, ça devient une chance parce que ça demande que la femme dispose des ressources financières, ça demande aussi le fait que la femme ait un réseau où on a les points d'accès où elle peut subir un avortement, et aussi ça demande le courage. Là, je reviens sur ce que vous avez dit d'une fille qui vient du milieu rural. Elle atterrit à Casablanca. منين غتجي هاد الجرأة وهاد الشجاعة تمشي une clinique privée وتقول لهم je veux me faire avorter. Donc ça demande beaucoup de ressources financières, culturelles et aussi subjectives, du courage pour être en contact direct avec les institutions sanitaires. Donc l'avortement médicalisé, il nous amène à mobiliser l'approche intersectionnelle, dans le sens où la variable genre,
Parce que seulement, l'avortement est géré que par la femme. Même au sein des couples, c'est porté par... C'est surtout la femme qui gère cette question d'avortement. C'est son problème. Oui. C'est son problème. Oui, le conjoint, il est relégué au second plan. Il n'intervient pas très souvent. Je parlais de l'approche intersectionnelle, donc il y a la variable genre, il y a aussi la variable classe sociale. Donc les femmes qui sont plus ou moins aisées, ils ont certains capitaux économiques, financiers, sociaux, etc. Ils ont plus de chances d'avoir un avortement médicalisé. Les femmes et les jeunes filles qui sont dans une situation de précarité culturelle, financière, sociale, la précarité sociale parce que généralement elles ne partagent pas l'information de la grossesse avec leur entourage social, donc elles gèrent toutes seules. Donc ces femmes, ça donne à des avortements à risque, notamment les avortements traditionnels et les avortements qui sont non médicalisés. Et sur le terrain, j'avais remarqué des femmes qui avaient évoqué le fait de s'adonner à des pratiques comme faire des sauts répétitifs, se donner des coups au ventre. C'est très violent, hein, on le dit comme ça, mais c'est une situation qui est très traumatisante pour les mères que j'avais rencontrées sur le terrain. Il y a aussi des femmes qui s'enfoncent des outils qui sont tranchants dans le vagin. Et ça fait qu'elles arrivent dans les services d'urgence dans des situations d'hémorragie. Et des fois, ça impacte même leur possibilité d'avoir un enfant dans l'avenir. Donc, ce sont les deux cas de figure qui sont possibles. Il y a une morale répressive qui interdit la sexualité hors mariage, qui interdit l'avortement, mais on a des mères célibataires, on a des femmes qui s'adonnent à cet avortement à risque. D'ailleurs, les chiffres il n'y a pas de chiffres sur la situation. On n'en parle pas, des chiffres officiels. Les seuls chiffres dont on dispose jusqu'à présent et qu'on évoque à chaque fois qu'il y a un événement sur la question, c'est les chiffres, les statistiques qui sont avancées par l'association AMLAC, tout en sachant que ce sont des chiffres qui datent d'une dizaine d'années. Ce ne sont pas des chiffres qui sont actualisés. Donc, une dizaine d'années, on parlait entre 600 et 800 avortements par jour. Qu'en est-il aujourd'hui, après 10 ans ? Donc, cette approche morale, elle est inefficace pour éradiquer la pratique de l'avortement. Il est en déphasage avec les mutations sociales parce que de négocier le port du préservatif. Donc, le fait de rentrer dans ce genre de discussion, ça faisait peur parce que elle me disait que elles peuvent être prises pour des femmes qui sont habituées à avoir une sexualité hors mariage. Donc elles n'osaient pas discuter ce point avec le partenaire. Et donc elles avaient peur. Elles avaient peur d'être jugées, d'être rejetées par le partenaire. Et du coup, l'alternative qui est souvent proposée par les partenaires, c'est le retrait. Et c'est généralement une promesse qui n'est pas tenue pendant le rapport sexuel. Et c'est ça, en fait, qui entraîne une grossesse non désirée. Donc, pour conclure, je partagerai avec vous des réflexions personnelles sur le sujet. Alors, en s'intéressant à la question de l'avortement, je trouve que d'un côté, il y a une volonté étatique qui se traduit par des programmes, des politiques publiques qui visent à favoriser, promouvoir l'émancipation des femmes. Il y a une volonté étatique qui est là. On voudrait avoir une femme émancipée, on voudrait avoir une femme autonome, on voudrait avoir des femmes instruites, on voudrait avoir des femmes qui ont connaissance de leurs droits et qui sont en mesure de les défendre. Mais d'un autre côté, on a cette situation-là où on prive la femme de faire un choix qui est très, très décisif. Avoir ou pas un enfant. Donc,
je trouve que c'est une situation qui est très problématique, en fait, ces deux aspects-là. La question de l'avortement est approchée du point de vue moral, alors qu'il s'agit, comme vous l'avez dit, d'une problématique de santé publique qui cause des mortalités et des morbidités maternelles. Et là, vous pouvez aller sur les rapports du ministère de la Santé, les rapports du système de surveillance des décès maternels. Le rapport de 2010, de 2013, 2015 démontre que l'avortement représente la 4e des causes directes des mortalités maternelles dans le pays. Donc c'est démontré à travers des rapports du ministère de la Santé. Il faudrait prêter attention au fait, aux appellations qu'on utilise pour approcher le sujet. Quand on parle d'avorter, l'avortement, l'ijhad, on sait très bien qu'il y a une charge culturelle, une charge religieuse. C'est souvent associé à tuer une âme, c'est souvent associé à l'haram, c'est souvent associé à la malédiction divine, d'accord? D'où l'importance je trouve, de parler d'interruption thérapeutique, médicale de la grossesse. Et là, on fait avancer beaucoup plus l'aspect médical, l'aspect scientifique, l'aspect sanitaire. Et là, on parle beaucoup plus de la santé de la femme dans son sens général, la santé mentale, la santé sociale et la santé physique. Je termine par le dernier point. Le fait que l'avortement, c'est un problème de santé publique qui nécessite premièrement de changer les lois, une réforme des dispositions législatives qui devraient être basées sur des approches de liberté, de droits fondamentaux des femmes, et cela passe nécessairement par l'adoption de lois en vigueur sur l'avortement, aux exigences des droits de la femme à la santé sexuelle et reproductive. Ça demande aussi un accompagnement socio-culturel en agissant sur les représentations, en agissant aussi sur les mentalités patriarcales. Et ça passe aussi par une mise en œuvre efficace des stratégies nationales pour la prévention des grossesses non désirées et des avortements à risque au Maroc. Et je vous remercie de votre attention.